Bonjour tout le monde. Je pense qu'on peut commencer. Bienvenue. Tout d'abord, je souhaite à tous les journalistes qui sont présents ce matin que vous soyez en bonne santé ainsi que vos familles. Euh, Aussi, vous remercier énormément pour le travail formidable que vous faites dans ces moments assez difficiles où le besoin de la communication est encore plus important. Du côté de Business Mauritius, nous avons plusieurs personnes et je vais les présenter brièvement et puis vous entendrez d'eux car ils vont vous donner un état des lieux sur les différents travaux qui ont été faits au niveau des comités. Donc, il y a Kevin Ramkelawan, le CEO de Business Mauritius. Il y a Pradip Dawson, le COO de Business Mauritius. Il y a Hélène Échevin, qui est le spokesperson pour le Health Committee. Il y a Vishal Nunku, qui est le président du Logistics Committee. Il y a Jacqueline Sauzier, qui est le spokesperson pour the Food Committee. Jonathan Ravat, spokesperson pour le Solidarity Committee. Madhvi Ramdien Clark, qui est le chairperson du HR Committee. Il y a Jennifer Webb de Comormont, qui va parler du Economic Recovery Committee, des travaux ensemble avec Kevin. Et puis, nous avons aussi Guillaume Huguenin, qui est vice-président de la Chambre de commerce, qui est un key partner avec nous dans ce combat contre COVID-19. En termes de housekeeping rules, donc chaque comité va présenter briefly un update des travaux qu'ils ont faits. Deuxième, on va prendre toutes les questions à la fin et si vous n'intervenez pas, si vous pouvez garder votre micro sur mute, ça va aider énormément. On va essayer de répondre au maximum des questions, dépendant du temps qu'on a. On va peut-être privilégier at least one question par rédaction ce matin. Et puis, il y aura un communiqué qui va rappeler les grandes lignes de cette conférence de presse qui sera envoyée aux rédactions avant la fin de la journée. OK? Donc, brièvement, comme introduction, tout d'abord, je souhaite remercier au nom de Business Mauritius tous ceux qui ont été au service de la nation depuis le confinement, depuis qu'on a annoncé l'arrivée du COVID-19 à Maurice, particulièrement ceux qui sont dans les services essentiels, les personnels de la santé, les chaînes d'alimentation, la police, les pompiers, les éboueurs, les personnes qui travaillent dans utilities, services essentiels aujourd'hui et aussi Internet, on s'est rendu compte. Donc, les travailleurs sociaux, les ONG qui travaillent énormément sur le terrain, grand merci à toutes ces personnes et aussi, sans oublier les membres de Business Mauritius pour les différents élans de solidarité, en commençant par les hôteliers qui ont mis à disposition de l'État pour convertir en centre de quarantaine, ceux qui ont travaillé à l'arrache-pied pour l'approvisionnement pour les familles vulnérables, aussi les usines qui ont été converties en producteurs de masques. Donc, un grand merci à toutes ces personnes. Quand on a entendu dans le monde entier que ce virus a commencé comme un problème sanitaire, devenu un problème économique et bientôt socio-économique, Business Mauritius a anticipé et s'est préparé. Et nous avons mis en place plusieurs comités que nous appelons comité COVID-19 Response Committees pour aider à répondre sur l'impact que COVID-19 a potentiellement sur l'économie, sur le pays en général pendant la pandémie, mais aussi pour la reprise. Beaucoup de travail a été abattu pendant ces dernières semaines, pendant les 2 derniers mois, et nous aurons la possibilité de partager avec vous pendant ce press conference. Pour rappeler un peu l'objectif, la priorité de Business Mauritius pour aider tout le pays dans ce moment difficile, premièrement, c'est participer à assurer la santé et la protection de la population. C'est notre priorité numéro 1 parce que pour que l'économie fonctionne, on doit avoir une population en bonne santé. Donc, on a aidé à travailler avec les autorités dans différentes campagnes Reste la case, pour passer le maximum d'informations à travers nos networks de nos membres, more broadly à la population. On a travaillé sur les guidelines pour ceux qui travaillent dans les services essentiels, le comité Healthcare qui travaille étroitement avec les autorités, le public health sector,
pour essayer de renforcer un peu les capacités du secteur de la santé du privé. On a travaillé ensemble pour les commandes massives des fournitures médicales et aussi intégration et le déploiement proactif du personnel médical et aussi dans l'approvisionnement en équipement de protection, capacité à faire des tests en termes de lits supplémentaires et la liste continue. Donc ça, priorité numéro 1. Mais aussi, notre deuxième priorité, c'est de participer à assurer au mieux la résilience et la reprise économique. Aujourd'hui, on avait et on a toujours peut-être dans le monde une urgence sanitaire, mais on est aussi aujourd'hui dans une urgence économique, afin que nous puissions protéger les entreprises et les emplois au maximum possible. Nous sommes déjà en récession, le monde entier est en récession et nous devons faire le maximum pour qu'il n'y ait pas d'impact grave au niveau du socio-économique. Donc, je pense que là, c'est là où on réfléchit sur les effective, impactful measures, prenant en considération le côté continuité, l'équité et aussi sustainability. Donc, bonjour à tous, merci Kevin. Donc, ce comité, il est composé de producteurs, distributeurs, de représentants de supermarchés, de l'AMM pour avoir les PME et les producteurs et aussi de la Chambre d'agriculture. Donc, en fait, c'est toute la chaîne de valeur du secteur agroalimentaire. L'objectif de ce comité est de maintenir une direction claire et coordonnée, surtout du secteur privé, face aux enjeux sur la disponibilité de la nourriture et pour cette nourriture pour l'ensemble de la population mauricienne, en incluant les défavorisés et les plus vulnérables. Nous voulons aussi être une force de dialogue structurée avec les autorités. Donc, notre premier enjeu de taille fut avec la fermeture des supermarchés, c'était l'approvisionnement en nourriture, donc ces fameux packs alimentaires aux familles vulnérables. Donc, le deuxième enjeu de taille de ce comité était de maintenir les circuits d'approvisionnement de la chaîne agroalimentaire pour alimenter les supermarchés. C'était le premier circuit de disponibilité de la nourriture pour les Mauriciens. Et puis, en faisant, c'était l'obtention de ces fameux WAP, les Work Access Permits, qui étaient nécessaires pour permettre l'ouverture de cette chaîne de distribution. Cela nous a permis à tous de maîtriser les circuits, les logistiques de distribution et surtout les enjeux de la production locale. Je souhaite ici saluer le travail des supermarchés qui ont tout mis en œuvre en collaboration naturellement avec les autorités pour offrir un espace sécurisé pour les consommateurs, mais aussi un espace sécurisé pour leurs employés, ce qui était très important, en mettant en place des protocoles clairs pour la continuité des activités économiques en cas d'infection, s'il y avait une infection des salariés. Donc, ces protocoles étaient le fruit d'un travail collaboratif remarquable et donc tous les employés se sentaient sécurisés à venir travailler. Alors, il y a une certaine perception erronée que ce secteur, puisqu'il a fonctionné pendant cette période de confinement et qu'il fonctionne toujours, il y a cette perception erronée comme quoi c'est un secteur qui va s'en sortir. Ce n'est pas le cas. Ces opérateurs, ces producteurs, ils ont tous opéré à flux tendu, n'ont pas ménagé aucune dépense pour répondre aux impératifs de production, des impératifs de protection, des impératifs de sanitation. Donc, les choses n'ont pas été simples du tout. Par contre, cela nous a permis de mettre en évidence le besoin de produire localement, mais aussi des enjeux auxquels il faut faire face pour que cette production se fasse au niveau local. La prochaine étape de ce comité sera de travailler sur des stratégies de substitution à des importations, puisque certains produits ne vont plus pouvoir être importés. Et donc, tout ça, ce sera un travail conjoint entre les différents partenaires et différents membres de Business Mauritius. Il y aura naturellement la Chambre d'agriculture pour produire plus au niveau local, l'association de Motion Manufacturers pour le côté agroalimentaire et la Chambre de commerce. Donc, l'objectif de cette stratégie est vraiment de venir mettre en place une certaine souveraineté alimentaire, qu'elle soit solidaire et aussi durable.
Pour terminer, puisque ce comité s'occupe aussi d'énergie, je voudrais juste dire un petit mot sur le secteur énergétique et sa relation avec le secteur cannier. Nous savons tous que la bagasse est issue de la production de sucre et donc elle est utilisée pour produire de l'énergie pour notre pays. Et donc, il était nécessaire de ne pas retarder la prochaine Coupe 2020 qui aurait dû avoir commencé au début du mois de juin, la première semaine de juin. Et donc, pour ne pas retarder plus le début de cette coupe, il était nécessaire de mettre en place les procédures en collaboration avec les autorités pour reprendre la maintenance des usines et la maintenance de la machinerie agricole pour que nous puissions commencer sereinement une coupe début juillet et avoir à ce moment-là la bagasse nécessaire pour produire cette énergie qui est vitale pour notre pays et le fonction de notre économie. Je tiens à préciser que toutes les procédures au niveau des entreprises, comme pour toutes les entreprises mauriciennes, ont été mises en place pour respecter les normes sanitaires et les protocoles sanitaires mis en place par les autorités. Merci. Alors, ce comité est composé d'une quinzaine de membres, notamment des professionnels de la société civile. J'entends par là Caritas, Île Maurice, Love Bridge, Foodwise, Anfen, Hills, mais également certains représentants de fondations privées, ENL Foundation, Ciel Foundation, Ecclesia, le Club Service Rotary, l'Ordre de Malte, ainsi qu'une représentante de la National Social Inclusion Foundation, en lien donc avec l'État mauricien. Alors, le mandat de ce comité repose sur 4 objectifs. Premièrement, il y a un focus sur les familles vulnérables. J'entends bien dire vulnérables et pas simplement les familles pauvres parce que le scope est un peu plus large. On parle à peu près de 35 000 familles. Ensuite, recevoir un peu un feedback et des informations d'une façon continue sur le terrain, notamment par le biais des professionnels de la société civile. Évidemment, s'engager dès le départ dans la distribution des colis alimentaires, des food packs, vu l'urgence humanitaire. Et ensuite, dès à présent, mener une réflexion et un travail à moyen, voire à long terme, sur tout ce qui est l'après-déconfinement et l'après-Covid, et voir qu'est-ce qui pourrait, à partir du terrain, émerger et être proposé comme recommandation et comme cadre nouveau à l'État et aux autres décideurs. Alors pour cela, nous avons, pour pouvoir mener à bien ces 4 objectifs, nous nous sommes retrouvés en 4 sous-comités. Donc un premier sous-comité, c'est celui du Food Urgency. Et grâce notamment donc à tout ce réseau de professionnels de la société civile, nous avons essayé de faire une distribution assez vite à des familles, mais des familles inscrites qui n'étaient pas inscrites sur le SARM, puisque les familles inscrites au SARM étaient, on dire, sous la responsabilité directe du gouvernement, par les biais de ces différents ministères. Donc, nous avons distribué à peu près presque 6 000 packs à des familles non SARM registered. Et donc, pour cela, évidemment, on a essayé d'avoir toute une coordination à travers l'ensemble du territoire. Et à partir de là, une fois qu'on a réussi ce premier travail, nous sommes en train de continuer pour considérer, mis à part la distribution alimentaire, maintenant la distribution de masques et d'autres accessoires sanitaires. Et voilà pourquoi on parlerait davantage d'un Food Relief et Hygienic Security Subcommittee plutôt qu'un Food Urgency Subcommittee seulement. Un deuxième subcommittee, c'est celui d'un Data Compilation. Pourquoi? Parce qu'il était nécessaire aussi que l'on puisse, à partir de cette expérience de terrain, travailler une façon pour aller encore plus loin que l'urgence humanitaire. Et pour cela, nous sommes en train de préparer et presque finaliser un online survey qui sera ensuite proposé aux professionnels de la société civile et qui sont désireux de collaborer avec nous sur, allons dire, l'après-confinement. Et pour cela, ce sera une occasion pour nous, évidemment, de reach out davantage de professionnels de la société civile, ainsi que les familles, à la fois sur le SRM et le non-SRM.
Et nous avons tout un protocole qui est en train d'être préparé afin de nous assurer que on comprend tous cette démarche de la même manière. Et cela inclut aussi un temps de formation aux ONG, aux CSOs, pour nous aider à répondre promptement à ce online survey. Troisième sous-comité, on a fait un travail important de mapping afin d'essayer de reach out un maximum d'ONG, un maximum de régions et de familles. Alors, on était donc d'abord 6 professionnels de la société civile, comme je viens de vous énoncer, et nous essayons, grâce à ce mapping maintenant, d'aller beaucoup plus loin et de take on board presque, on dirait, une quarantaine d'autres ONG, d'autres CSOs, afin de pouvoir couvrir l'ensemble du territoire. Et quand je dis ensemble du territoire, je veux dire aussi couvrir un maximum de régions vulnérables, poches de pauvreté, quartiers défavorisés, etc. Et c'est ce mapping qui nous permet de couvrir pour le moment à peu près 181 régions et ça couvre 5838 familles avec une moyenne de 4 personnes par famille. L'avantage, c'est que les 6 CSOs initiales qui étaient donc sur notre comité, qui sont toujours, vont jouer un rôle de liaison avec les autres ONG qui vont être taken on board. Et finalement, vous avez un quatrième sous-comité qui, lui, est l'accompagnement and SRM Subcommittee. Pourquoi? Parce que nous sentons la nécessité de dépasser le cadre de l'urgence humanitaire et un peu le cadre du court terme et d'engager, comme je l'ai dit plus tôt, toute une réflexion et un travail à moyen et à long terme. Et cela, à notre niveau, passerait par la préparation de 2 working papers qui seraient ensuite proposés en discussion à la National Social Inclusion Foundation et au National Economic and Social Council, donc la NCIF et l'UNESC. Et pourquoi ces 2 working papers? Parce que nous sentons que toute cette situation mondiale et nationale nous a permis de mettre le doigt sur 2 choses extrêmement importantes à notre niveau. Donc la première chose, c'est de souligner l'efficacité de l'accompagnement comme un outil indispensable dans la réalisation de tous les piliers que nous considérons essentiels afin de permettre à une personne, à une famille vulnérable de se mettre debout et d'être davantage interdépendante. Par piliers, j'entends éducation, emploi, logement, santé, alimentation, etc. Et donc, du coup, s'il ne s'agit pas simplement de mettre en perspective ces piliers, il est capital de pouvoir penser toute une façon de faire pour permettre à chaque famille, chaque personne en situation de vulnérabilité d'atteindre ces piliers. C'est tout ce fameux concept d'accompagnement qui se fait déjà à la fois par les institutions de l'État et par les professionnels de la société civile, mais nous entendons maintenant mettre en avant, valoriser cet accompagnement et pourquoi pas réfléchir à la reconnaissance de la nécessité de financer l'accompagnement à part entière, comme cet outil indispensable dans la lutte contre la pauvreté et contre les vulnérabilités. Et ensuite, secondement, il y a la nécessité de procéder à une réforme du SRM, du Social Register of Mauritius, en vue de permettre d'élargir les critères qui font que certaines personnes et certaines familles peuvent y figurer. Alors, ce seront des critères majoritairement monétaires, mais aussi des critères non monétaires. Parce que nous savons tous qu'aujourd'hui, nous avons l'élément économique, mais les autres éléments non économiques, les autres facteurs qui font une vie et qui sont évidemment menacés par la pauvreté, la misère et les autres fléaux sociaux sur le terrain, ces critères sont fondamentaux pour pouvoir permettre donc de reach out un maximum de personnes et de familles. Et c'est en cela que ces travaux font écho à tout ce qui a déjà commencé à être fait par l'ONU et préconisé notamment par le rapport de Stiglitz et Sen de 2009 à ce sujet.
Alors, peut-être dans ce travail qui est très inductif, donc qui part du terrain et qui va jusqu'à éventuellement un policy level, il semblerait qu'un troisième élément soit en train d'émerger à partir du terrain. Donc, c'est la nécessité aujourd'hui de reconnaître le rôle du travailleur social, de sa formation, de son enregistrement dans un cadre plus formel au sein des instances de la République et même d'évaluer le poids et l'apport économique des travailleurs sociaux. Vous remarquerez, c'est la raison pour laquelle j'insistais en disant professionnels de la société civile et pas simplement NGOs, non ONG, pour la bonne et simple raison que cette pandémie est venue davantage nous rappeler ce que les ONG sont d'abord. Elles sont des professionnels de la société civile plutôt que de simplement dire ce qu'elles ne sont pas, c'est-à-dire non-governmental. Donc, je sais que ça peut paraître parfois anodin, mais c'est tout un changement programmatique et de paradigme et qui vient donc permettre de reconnaître l'apport de ce secteur dans l'économie et dans la vie de notre société. Voilà. Sur l'Economic Recovery, vraiment en se rendant compte des minces, de l'ampleur que cette crise allait, cette pandémie allait emmener sur l'économie, nous avons créé un comité qui est composé de personnes de différents horizons professionnels. Cela nous permet de voir d'un côté les secteurs, mais aussi d'avoir l'expérience pour pouvoir avoir des recommandations à court et moyen terme afin de faciliter la reprise des entreprises tout en incluant des mesures pour protéger l'emploi. Donc, nous avons procédé à une analyse de l'impact macroéconomique de la crise. Tout d'abord, au niveau mondial, extrêmement important de par notre degré d'ouverture ainsi que l'impact sur les principaux secteurs de l'économie. Au niveau des institutions internationales, nous notons que la FMI prévoit une contraction de 3% en 2020 du PIB mondial. Donc, c'est une baisse de 6,3 points de pourcentage par rapport à janvier 2020, qui est conséquente. Une révision majeure sur une très courte période. Ce grand confinement, comme l'appelle la FMI, va constituer la pire récession depuis la Grande Dépression, beaucoup plus grave que la crise financière mondiale. La FMI prévoit toutefois qu'il y a une possibilité de reprise en 2021, mais elle restera partielle et sera sujet à de grandes incertitudes. Donc, dans ce contexte, l'impact combiné du ralentissement mondial, notamment dans nos principaux marchés, et du confinement au niveau local, aura eu pour conséquence une forte contraction de l'économie mauricienne cette année-ci. Il y a plusieurs chiffres qui ont été déjà partagés. Nous savons que le tourisme aura un effet multiplicateur conséquent. Et là, nous voyons pour cette année un recul dans certains des meilleurs scénarios, un recul d'environ 50 à 60% au niveau des revenus. Le textile sera très touché, une baisse des commandes d'à peu près 40%, tout comme la construction qui dépendra du business confidence et à quel point elle reviendra. Même l'activité bancaire pourrait tourner au ralenti. Dans un rapport qui a été publié hier, Fitch prévoit que la baisse des activités économiques locales pourra engendrer une baisse de croissance des prêts bancaires de l'ordre de 12% dans le pays. Nous constatons qu'il y aura aussi un gros impact sur le flux des capitales de l'étranger, donc qui, combiné à cette baisse attendue au niveau des exportations, va engendrer un déficit de notre balance de paiement cette année-ci. Alors, ayant travaillé sur les secteurs et sur le global picture, nous avons participé à l'élaboration d'un document sur la reprise économique. Donc, ce document a été présenté au ministère des Finances et comprend des propositions de Business Mauritius sur des mesures horizontaux
mais aussi des axes horizontaux qui couvrent plusieurs secteurs, certaines actions sectorielles, ainsi que des mesures de soutien pour les PME et des quick wins, qu'est-ce qui peut être fait assez rapidement. Il faut bien dire que face à cette crise, les PME sont les plus menacées. Ils méritent une attention particulière de par la contrainte de capacité et d'accès au financement. Donc, ce sous-comité qui a été créé, on partage un petit peu plus avec vous juste après sur les problèmes qui ont été rencontrés et donc des solutions potentielles sur lesquelles nous pouvons discuter. Que ce soit pour les PME, mais aussi pour d'autres secteurs, il faut se rendre compte aussi que pendant cette période, bien qu'il y ait une situation difficile, il reste important d'investir dans la formation pendant cette période où peut-être les activités ne tourneront pas à 100%. Des formations qui peuvent couvrir des différents aspects tels que des compétences numériques qui sont relatives au télétravail, des bonnes pratiques qui sont liées aux enjeux sanitaires, la communication et globalement, généralement, l'amélioration du savoir-faire. Nous voyons que sur le plan international, il y a cette vague d'aide sur le plan fiscal pour soutenir de telles mesures et aussi pour soutenir l'emploi. Le cas notamment aux États-Unis, le Royaume-Uni, la France et l'Italie, entre autres. Pour Business Mauritius, nous avons prôné une politique de reprise progressive des activités commerciales, mais aussi en tout cas des mesures pour aller vers une production à forte intensité de capital, pour encourager aussi la fabrication locale, l'innovation et l'esprit d'entreprise, et que tout cela soit accompagné d'un important programme de renforcement des capacités. C'est impératif de se réinventer en termes de process et aussi en termes de produits et marchés si on veut continuer à être relevant dans les mois et dans les années à venir. Nous avons aussi préconisé quelques mesures afin de faciliter l'accès au financement et particulièrement du financement du working capital. Et donc, tout ce document de reprise économique sont des propositions qui ont été faites aux autorités et nous travaillons avec eux pour pouvoir trouver des solutions afin d'avoir des réponses à cette crise pour sauvegarder au maximum les entreprises et l'emploi. Donc, on est dans une situation exceptionnelle. Je pense aussi qu'au niveau des entreprises, même au niveau de l'État, de tous les stakeholders, je pense que le COVID-19 est un catalyst for change. Et je pense que ça fait réfléchir aux entreprises et à tout le monde comment faire différemment. C'est un moment où on a fait un risk assessment et quels sont les exposures que nous avons. On est en train de revoir notre economic model, notre production model, et aussi voir aussi le côté opportunities à travers ce problème. On a parlé de consolider un peu le local manufacturing system. Je pense que aussi au niveau de la technologie, utiliser cette situation pour enable our population with technology, parce que ça va nous aider si demain il y a une situation similaire. Et aussi, ça nous a appris à travailler autrement. Le work from home est devenu un peu des habitudes que le COVID-19 nous a forcé à embrace this new way of working et je pense que ça va rester. Ça va peut-être amplifier dans les mois à venir. Et c'est là où peut-être ensemble, nous devons réfléchir à comment rendre notre pays, notre économie beaucoup plus agile and react to change in a positive way, d'une façon positive et aussi on met toute la tête ensemble pour qu'on puisse sortir avec plus fort et meilleur à travers ce problème, après ce COVID-19. Donc, encore une fois, merci pour rappeler encore une fois, notre priorité numéro 1, c'est to have a safe and gradual exit to the lockdown. La santé de notre population est notre number one priority, mais aussi nous devons maintenant commencer à travailler ensemble
pour assurer le maximum possible pour sauver les entreprises et les emplois.